J'ai mon petit frère qui va se retrouver en DPJ. Je dis, moi, je vais m'arranger, mais j'ai mon petit frère, qu'est-ce qui va arriver? Je ne veux pas que ma mère non plus soit mal prise. Donc, j'assume la blessure. Mais j'ai décidé que c'était la dernière fois que quelqu'un abusait de moi. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu oppresseur. Diana, il faut que je te raconte mon histoire. Je m'appelle Gino. Je suis né en 1975 en Haïti. Si je calcule tous les enfants de mon père et de ma mère, je suis le plus vieux de 7 enfants. Je suis arrivé au Canada en 1976, j'étais âgé de 8 mois. Lorsqu'on est arrivé, on n'avait pas de famille ici. Ma mère était vraiment la première à toucher le sol canadien. Le reste de la famille était resté en Haïti. Il n'y avait que mon père qui nous attendait ici et il y avait ma mère et moi. Donc, c'était ça qu'a commencé la cellule familiale. On habitait à Parc Extension, de ce que mes parents m'avaient dit. Donc, j'ai grandi là pendant un certain temps. Par la suite, j'ai eu un petit frère qui est arrivé, mon premier frère, qui est arrivé lorsque j'avais 3 ans. Donc, ça a agrandi la cellule familiale. On a grandi, après ça, on a déménagé à Montréal-Nord. Donc, j'ai fait une partie de mon enfance à Montréal-Nord. Ça allait très bien dans la cellule familiale. On n'avait pas de cousins ou de cousines proches. On était un peu un petit cercle fermé, mais ça allait bien. J'avais mon petit frère, je jouais avec lui. J'avais ma mère, mon père. Donc, comme toute famille qui s'installe au Québec, on apprenait comment est le système québécois. Donc, ça a vraiment été ça mon enfance jusqu'à ce que j'arrive à peu près 7 ans, 8 ans. Là, il y a eu divorce. Donc, il y a eu divorce entre mon père et ma mère. On s'est retrouvés à habiter chez la grand-mère qui, entre-temps, avait aussi immigré au Québec. Donc, on s'est retrouvés là. Après ça, on a déménagé à Pineuf. Donc, vous voyez, je suis passé de Parc Extension Montréal-Nord, Pineuf. Donc, on est arrivé à Pineuf, puis c'est là qu'un peu les choses ont commencé à changer, la tranquillité, le changement de façon de vivre, la famille qui était brisée, le père qui était plus là, qui était parti. Donc, c'était une nouvelle adaptation. Euh, Est-ce que ta mère était là avec vous ou tu étais seulement avec Ma tes mère était grand-mères? là avec moi, mais ma mère travaillait beaucoup parce qu'elle devait subvenir aux besoins de 2 enfants. Dans ce temps-là, les parents n'étaient pas forts sur la pension alimentaire. Si j'ai fait l'enfant, j'ai la fierté de pouvoir pourvoir pour cet enfant. Donc, la mère était là. Il y avait une de ses sœurs, ma tante, qui avait aussi immigré. Après ça, tranquillement, ses frères et sœurs commençaient à immigrer, des oncles, des tantes. Mais c'était plus une nouvelle cellule familiale composée de femmes. Il n'y avait pas grand homme. Les hommes sont arrivés par la suite et quand ils étaient là, ils étaient plus des chillets, comme on peut dire, du monde qui chill, puis tout. Donc c'était vraiment plus entre femmes, puis il y avait mon frère et moi, qui étaient comme garçons, puis tout. Donc ça a commencé là, puis à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de Noirs, parce que même quand je restais à Montréal-Nord, ou à Pineuf, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Tu sais, je me souviens, j'avais que des amis blancs. Même quand je restais à Montréal-Nord, je me souviens, il y a une journée que les Blancs avaient décidé qu'ils voulaient battre les Noirs. Puis je devais aller à l'école, j'avais 7 ans. Je me souviens que je devais aller à l'école tout seul. Puis je devais partir, pour ceux qui connaissent bien Montréal-Nord, du boulevard Langelier pour me rendre à peu près à une école qui est proche de Jules Verne, proche de l'école Henri Bourassa. Donc, je me souviens, je les entendais crier, puis tout. Oh, ils sont où les Noirs? Il ne faut pas dire le mot haine. Là. Puis moi, je me cachais derrière les autos. Je passais par les ruelles jusqu'à ce que je me rende à l'école. J'avais pas de grand frère, j'avais pas de cousin, je connaissais rien de tout ça. Donc, c'était vraiment pour moi la survie. Et Donc, ces garçons-là avaient quel âge à peu près, selon toi? C'était plus grand que toi? je les ai pas vus parce que j'étais caché. Mais d'après moi, c'est plus grand. Parce qu'au primaire, on faisait pas ça. C'était peut-être des gens du secondaire.
Donc, c'est des ados, peut-être des jeunes adultes. Mais je sais que je les entendais, puis tout. Puis moi, j'avais peur. Je me cachais derrière les autos. Je passais par les ruelles. Aller à l'école, revenir de l'école, c'était toujours la même chose. Arrivé aussi à Pineuf, dans le quartier Pineuf, j'étais en troisième année. Encore là, il y avait pas de noirs. J'avais pas d'amis noirs, donc j'étais seul parmi. Peut-être qu'il y en avait un ou deux, mais c'était rarissime. Je me souviens, il y avait un petit jeune qui m'achalait à l'école. Wow. J'étais caïdé à l'école. Il abusait de ma naïveté. J'étais pas quelqu'un qui était violent. J'étais quelqu'un de très passif, qui parlait pas beaucoup. Puis ce jeune-là, il abusait de moi tout le temps à me frapper, à me frapper. Je me souviens que je m'arrangeais pour avoir des retenues, pour ne pas sortir de l'école en même temps que lui. Et même quand j'avais les retenues, après la retenue, je me promenais dans l'école, je me créais moi-même ma retenue en restant moi-même à l'école pour m'assurer de ne pas rencontrer ce petit jeune-là. Ça a duré du début de l'année jusqu'à janvier. Mais je n'ai jamais dit à ma mère, parce que j'étais quelqu'un de silencieux. Quand j'arrivais à la maison, tout était parfait. Puis mon petit frère aussi, je ne voulais pas l'affoler. Mais arrivé après les vacances de Noël, là, j'ai décidé que non, c'était assez. Donc, quand je suis arrivé à l'école, je me suis battu. C'était ma première bagarre, puis je me suis battu, puis j'ai gagné. J'étais content d'avoir gagné parce que maintenant, j'avais la paix. Donc, c'était ça. Mais ça n'a pas fait de moi quelqu'un qui continuait à se battre pour autant. Il y avait une situation, j'ai réglé la situation de ma manière. La situation s'est réglée, je passe à autre chose. Je n'ai pas pris ça pour commencer à abuser puis à dégénérer en ce sens. C'est resté comme ça. Donc, dans la rue, c'était plus correct puis tout, mais là, c'était au niveau familial que ça commençait à mal aller. Ma famille en Haïti, c'est quand même une famille qui était très bien nantie, mais qui a été décimée par le régime Duvalier. Donc, on a eu 21 membres de ma famille qui ont été tués dans la même journée par le régime Duvalier. On a perdu des terres, puis tout, parce que j'ai des ancêtres qui étaient syriens. Donc, c'était un mélange de Syriens qui étaient des commerçants qui ont été tués. Donc, il a fallu quitter Haïti en vitesse. Donc, il y a une forme d'aristocratie qui est restée au sein de ma famille. Et ma mère étant arrivée la première, c'est comme si c'est elle qui était visée, qui devait avoir le succès que les autres peut-être n'avaient pas encore eu. De plus que je suis Ma mère a les enfants les plus foncés de la famille. Ce sont tous des gens clairs, avec des cheveux quand même, comme on dit, sirop, soit. Donc, on était les enfants qui étaient les plus foncés. On tenait du côté de notre père, cette couleur foncée-là. Puis ça a toujours été quelque chose qu'on m'a fait sentir au sein de ma famille, comme quoi que j'étais le foncé, j'étais pas normal, le rejeté, puis tout. Puis tranquillement, ça commençait comme ça. Me faire dire que, tu vois, ton père voulait pas de toi, il t'a rejeté, puis tout. Tu seras jamais rien. Tu comprends? Toutes sortes d'histoires comme ça. C'est même arrivé que il y a une membre de ma famille qui s'est fiancée, mais que je n'ai pas été aux fiançailles. Et je n'ai jamais su pourquoi. Juste plus tard, j'ai su que cette personne-là s'était fiancée avec un blanc et que les parents de ce blanc-là étaient racistes, donc elle ne pouvait pas amener des gens d'une certaine couleur, dont moi. Ça fait mal quand je l'ai su, mais c'est pas grave. Donc, j'ai beaucoup vécu dans ça, puis tout. Tranquillement, j'ai commencé à me renfermer. Mais à l'extérieur, j'étais toujours tranquille. J'amenais pas je pourrais pas dire cette rage-là parce que je ne l'avais pas encore, mais je ne l'amenais pas à l'extérieur. Ça allait mal à la maison, mais dehors, c'était bien.
Puis éventuellement, bon, ça c'était dans mon enfance. Là, j'ai commencé l'adolescence tranquillement. Et là, ma mère a acheté sa première maison. On est parti rester. Là, on est passé de Pineuf à Saint-Michel. Là, c'est là que commence toute l'histoire de Saint-Michel. Et bon, j'allais à l'école, ça allait bien. Encore là, à l'école, je me suis peut-être battu une fois quand j'étais en quatrième ou cinquième année. Par la suite, ça a bien été. Mais à la maison, tout d'un coup, on dirait que ma mère, qu'elle était toute seule, était devenue beaucoup plus sévère. C'était Et au secondaire, là, c'est ça? Ou toujours au primaire, à je vais l'adolescence? commencer le Tu vas secondaire. commencer le secondaire, Je OK. vais commencer le secondaire. Je pourrais dire que là, je suis rendu en sixième année. Sixième année. Ma mère commençait à être plus sévère. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'on grandissait. Elle avait la pression que, bon, j'ai deux adolescents, elle ne connaît pas le pays, elle entend toutes sortes d'histoires. Donc, c'était beaucoup la méthode haïtienne. Donc, chez moi, les corrections corporelles n'étaient pas une denrée rare. C'était quotidien. Même que je me souviens, à un moment donné, j'étais couché sur mon lit, dans ma chambre. Puis je pense que ça faisait une semaine que je n'avais pas pris du bâton, comme on dit. Puis je trouvais ça bizarre. J'étais tellement habitué de prendre du bâton que je trouvais ça bizarre de ne pas en prendre. C'est comme quelqu'un qui prend du café, puis tout d'un coup, il n'en prend plus. Puis je trouvais ça bizarre, puis tout. Donc, c'était toujours ça. Et, là, ça a continué. Secondaire 1, Donc, secondaire des 2. coups en sixième année, des coups en secondaire 1, des coups en Oui, secondaire pour 2. toutes sortes de raisons. Et si le voisin trouvait que, bon, j'étais peut-être un peu trop turbulent pour ses enfants, il racontait une histoire à ma mère revenait, bâton. J'avais une cousine qui était venue en voyage, elle a raconté une histoire qui ne tenait pas la route à ma mère, comme quoi que j'avais planifié un suicide familial. Je ne sais pas d'où ça sortait. Bâton. Donc, tout était une raison de bâton. Donc, j'ai vécu là-dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, mais ça me fortifiait parce que de plus en plus qu'elle le faisait, de plus en plus que ça me dérangeait de moins en moins. Là. Donc, je me souviens, j'allais dans les discothèques quand je revenais, bâton. Ça ne me dérangeait pas. La semaine d'après, j'y retournais quand même parce que j'étais habitué, puis tout. Mais tout ça, c'était quand même quelque chose parce que bâton, puis elle aussi, elle commençait à employer des mots comme ça. Tu n'as pas vu, ton père n'a pas besoin de toi, tu seras un vaurien comme ton père. C'est souvent, les mères font ça par, je ne sais pas, ils ont une frustration, puis il faut que ça sorte. Donc, ça a été ça pendant un très bon bout de temps. Est-ce que tu pourrais dire que de tous ces événements-là ont fait en sorte que tu commençais à emmagasiner la colère petit à petit sans t'en rendre compte? Et de la colère qui s'accumule, mais qui est dormant sans t'en rendre compte? Oui, je dirais que oui, parce qu'arrivé au secondaire, tout le temps avant, quand je vivais certaines choses, quand j'étais dehors, j'étais tranquille. Mais là, dehors, je commençais à être de plus en plus agité. Parce que quand je sortais de la maison, c'est comme je suis le boss. Donc, je commençais peut-être à avoir certaines mauvaises fréquentations, certains styles. Donc, j'écoutais moins ma mère. Je rentrais tard. J'allais clubber même si ma mère ne voulait pas. Tu me donnes le bâton, c'est pas grave. Vendredi prochain, je vais y aller. Ça avait commencé avec mon petit frère aussi. Mais mon petit frère, il a arrêté. Lui, il a dit non, moi, je ne peux pas aller dans ta lignée là parce que moi, j'arrête. Mais moi, j'ai continué, j'ai été tenace. Puis oui, parce que j'ai commencé à me battre de plus en plus, des petites bagarres. Des fois, c'est moi qui cherchais la querelle par frustration, puis tout. Donc, j'ai eu beaucoup de petites bagarres quand j'ai commencé mon adolescence, puis tout. Mais en même temps, j'essayais toujours de faire des choses de bien parce que je me souviens que je m'étais inscrit pour les Jeux du Québec et je m'étais qualifié pour les Jeux du Québec en 100 mètres. Donc, dans le 100 mètres, j'avais remporté la médaille d'argent dans les qualifications et les Jeux du Québec se passaient à Terrebonne. Il y avait un monsieur qui travaillait pour la ville de Montréal qui était venu même chez ma mère pour dire comme ça, écoute, ton enfant, j'avais ramené même deux médailles.
ton enfant a ramené 2 médailles, on veut qu'il aille aux Jeux du Québec, on sait qu'il a la possibilité de faire quelque chose, ça peut avoir un impact pour les enfants du quartier, puis tout. Mais quand je disais à ma mère que je voulais y aller, elle ne voulait rien savoir. Ma mère, tout ce que tu disais, tu demandais, non, vagabond, on besoin d'aller. Ça, c'était sa phrase, non, vagabond, on besoin d'aller. Donc, j'ai ramené 2 médailles. J'ai dit, avec 2 médailles, tu vas voir que je vais faire quelque chose. Ah, non, non. Là, j'ai été voir le monsieur de la ville de Montréal. J'ai dit, c'est pas possible. Ma mère ne veut pas. Elle dit, je vais aller la voir. Je dis, non, fais pas ça. Je dis, non, je vais aller la voir. Je vais voir ma mère. Ma mère écoute, oh oui, 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 OK, OK. Dès qu'il est sorti de là, j'ai pris un bâton pour avoir amené quelqu'un pour essayer de négocier. Donc, j'ai pris un bâton. Donc, ça devenait lourd tout le temps prendre du bâton, beaucoup de frustration, puis tout. Aussi, il y avait beaucoup de punitions psychologiques. Admettons que, bon, quand il voyait que le bâton faisait plus effet, tu sais, tu as 14 ans, tu es en pleine puberté, ta mère te dit, je sers tout ton linge, tu restes tout nu pour toute la fin de semaine. Tu dis, ah, OK. Là, tu restes dans ta chambre. Tu dis, je vais rester dans la chambre, je suis tout nu. Non. À ce moment-là, il avait quelqu'un dans sa vie, mon beau-père, puis elle disait, ben là, maintenant, tu vas venir manger. Je dis, ben, je ne veux pas manger, je n'ai pas de linge. Non, tu vas venir manger tout nu. Donc, elle me forçait à sortir de ma chambre pour me promener tout nu. Puis, c'était pas agréable. Pas agréable. Et ça t'a amené à quoi tout ça? Tous ces abus psychologiques, abus physiques, ça t'a amené à où tout ça? Avec le Beaucoup de temps? frustration interne. À un moment donné, je me souviens que j'avais préparé une fugue. Tout ça, beaucoup de choses se sont passées à 14, même jusqu'à 15 ans. Tout ça, c'est jusqu'à 15 ans. J'avais préparé une fugue. Ma mère, lorsqu'elle sortait travailler, passait toujours par en avant. Moi, j'avais préparé mes affaires. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais plus rester là. J'avais tout préparé. J'ai mis mes affaires dans un sac. J'ai tout placé en arrière, dans la galerie, mais en arrière. Parce que je sais que ma mère passe en avant. Je sais à quelle heure qu'elle arrive, j'ai tout calculé. Donc, dès que je sais qu'elle arrive, je me prépare, puis je passe par en arrière. Oh, bon Dieu. Justement, bon Dieu, je ne sais pas comment qu'elle a fait, ça doit être bon Dieu vraiment. Elle est passée par en arrière. Et quand elle est arrivée, avec toutes les choses qui traînent dans la cour, comment as-tu fait pour voir que mon linge était là? Là, elle vient me voir, elle dit, tu t'en allais te sauver, tu t'en allais où? Là, je dis, comment ça, je m'en allais où? Je fais rien, puis tout, j'essaye de mentir, puis tout. Mais une mère, c'est quand son enfant ment. Elle s'en va chercher les livres. Elle dit, c'est quoi ça? Je dis, non, je les avais juste mis là comme ça. Oh, tu mets ton linge dehors comme ça? Oui, oui, je les ai juste mis là comme ça, j'allais les reprendre après. J'ai mangé un bâton, encore une fois. Donc là, je suis resté à la maison, mais tranquillement, là, la rage commençait à me Un prendre. sentiment de non-liberté, hein? D'être pris dans une cage, ou comment tu te sentais? C'est comme si que Je me sentais oppressé. oppressé. Ouais. Hmm. Je me sentais oppressé, je me sentais même abusé parce que j'ai pris beaucoup de coups inutilement. Et puis, je pense que ça ne m'a pas aidé parce que plus tard, je me disais que je dise la vérité, que je ne la dise pas, ça revient au même. Parce que quand je dis la vérité, j'en prends. Quand je dis la menterie, j'en prends. Ça fait que j'avais aucune distinction entre les deux. Donc aussi, ça a amené une frustration que tranquillement, j'ai commencé à m'auto-mutiler. Je me souviens, je prenais des vides de bouteilles cassées, puis je me graffinais les bras. C'est même arrivé que je le fasse devant des amis, puis ils disent, c'est quoi tu fais? Je dis, ah non, je me fortifie, je fais juste boire mon sang, ça me donne de la force. Puis quand ça se guérissait, je recommençais encore. Je ne sais pas si c'était une satisfaction que c'est moi qui me fais mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Ça a commencé comme ça. Puis après ça, mais j'ai pas duré là-dedans longtemps. Mais de temps en temps, ça m'arrivait de me graffiner pour me faire plaisir. Mais je ne sais pas si c'est me faire plaisir, une satisfaction personnelle. Comme quoi que ce n'était pas l'autre qui me le faisait. Puis à un moment donné, arrivé à un certain âge, peut-être à 15 ans, encore 14 ou 15 ans,
Je me souviens que là, j'ai pris un bâton, mais c'était un bâton terrible. On avait des lits superposés. Puis dans les lits superposés, tu as toujours une échelle. Mais ma mère a perdu patience parce qu'à chaque fois qu'elle me donnait les coups de ceinturon, maintenant, je commençais à les bloquer. Donc, je bloquais les coups de ceinturon. Et là, elle a perdu patience parce que c'est comme elle perd son autorité. Elle a pris l'échelle puis elle m'a donné un bon coup d'échelle. C'est de ce côté-là, sur l'épaule gauche, et elle m'a disloqué le bras. J'ai senti le bras disloqué. Puis là, elle est sortie de la chambre, puis tout, puis là, elle me chicanait encore, puis tout. Mais j'étais même pas capable de retirer mon chandail, et je pouvais pas enlever mon chandail parce que le bras est... Je sais pas comment il a fait pour venir parce que j'ai jamais été à l'hôpital. Mais ça a pris du temps. Encore aujourd'hui, quand je fais certains mouvements, ça me fait mal. Cette journée-là, c'est là que ça a été la cassure. Ça a été la cassure à ce moment-là. Je dirais que c'est là que j'ai perdu le mot amour. Parce que malgré que je vivais certaines choses, j'avais toujours un peu d'amour puis tout. Mais là, mon cœur est devenu complètement froid. C'était fini, c'était le point de non-retour. Puis j'ai décidé cette journée-là, parce que j'étais là, est-ce que je vais à l'hôpital? Je dis, si je vais à l'hôpital, la DPJ, j'ai mon petit frère qui va se retrouver en DPJ, j'ai moi qui va se retrouver en DPJ. Je dis, moi, je vais m'arranger, mais j'ai mon petit frère, qu'est-ce qui va arriver? Je ne veux pas que ma mère non plus soit mal prise. Donc, j'assume la blessure. Mais j'ai décidé que c'était la dernière fois que quelqu'un abusait de moi. Et c'est à ce moment-là que je suis devenu oppresseur et non plus oppressé. Et là, tout a chaviré. Quand tout mon bras est revenu un peu plus à la normale, c'est vraiment là que maintenant, quand je sortais dehors, pour n'importe quoi, je te chavirais. Et les gens, à cette époque-là, c'est peut-être encore maintenant, je ne sais pas, parce que je ne suis plus dans le milieu, mais souvent, il y en a qui prenaient ça comme pour un jeu. Mais moi, je n'étais pas là pour jouer. Parce que moi, si tu étais un danger pour moi, il fallait que je t'élimine, tout simplement. Il n'y avait pas d'affaire, oh, c'est juste une petite bagarre. Moi, tout était une question d'instinct de survie. Donc, si tu m'attaquais, il fallait que moi, je sois encore plus attaquant que toi. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, c'est des bagarres. Ça a commencé avec des machettes. Ça a fini avec des armes à feu. Donc, tout y est passé, puis tout. Puis c'est là vraiment que j'ai commencé mon cycle de délinquance. Délinquance totale. Est-ce que tu avais joint une gang de rue ou c'était à titre personnel que tu avais commencé à vivre comme ça? J'ai commencé à titre personnel, puis j'avais pas peut-être, j'avais 2 amis avec moi. On nous appelait les 3 mousquetaires. Et puis, je pense qu'il y en a un que lui, il a vécu des choses aussi, l'autre aussi, mais les 3 ensemble, on faisait beaucoup de dommages. On était à Saint-Michel, mais quand on se promenait dans certains quartiers, on faisait beaucoup de dommages. Puis je pense que ça a amené un peu des ennemis qui ont entendu parler de nous, puis ont dit, ah, on va aller se frotter à eux pour voir. Et les gangs de rue, oui, j'étais dans un gang de rue. J'étais dans un gang de rue sans vraiment être dans un gang de rue. Je m'explique. J'étais dans un gang de rue, mais moi, je ne prenais pas à cœur les problèmes du gang de rue. Moi, je m'occupais de mes problèmes. Donc, si le gang de rue avait un problème avec telle personne, si ce n'est pas avec moi, je n'avais pas de problème avec cette personne-là parce que je restais à Saint-Michel, puis je parlais très bien avec des gens de Montréal-Nord, des gens de Rivière-des-Prairies. Donc, moi, je n'avais pas de problème. Mon seul problème, c'est si tu devenais mon oppresseur, que moi, je devais changer la donne pour être ton oppresseur. Mais si tu avais un problème avec le gang de rue, ça, arrange-toi avec le gang de rue. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Donc, oui, j'ai été dans les gangs de rue et
quand j'étais dans les gangs de rue, par ma façon d'être, j'ai jamais été quelqu'un qui était comme en bas, qui se faisait, parce qu'il y a beaucoup de grades dans les gangs de rue. J'ai jamais été comme en bas et je me suis jamais considéré non plus en haut. J'aurais pu être en haut, ou peut-être qu'il y en a qui me considéraient en haut, mais moi, je me considérais comme un électron libre parmi eux. Donc, j'ai jamais reçu des ordres qui me disaient fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. OK. Mais j'ai été dans les gangs de rue un bon moment. Ça m'a amené en prison. En prison, je me suis même battu contre des membres de gangs de rue. Je me souviens qu'à un moment donné, je prenais ma douche puis j'ai été poignardé dans le sein gauche. Sans même le savoir, tu te savonnes, quelqu'un passe par en dessous. Puis je ne sais pas, ce crayon qu'il avait, ce n'était pas un couteau, heureusement, mais c'était un crayon, puis il a été de cap cassé dans mon sein gauche. Là, tu peux rien dire, puis tout. Mais, comme j'avais dit, si tu m'oppresses, je vais t'oppresser. Donc, il y a eu la même chose aussi à son tour. Donc, il y a eu quelques bagarres comme ça. Et toi, à l'intérieur de toi, tu ne ressentais plus rien là. C'était endurci, c'était fermé. Donc, en prison aussi, malgré tout. Ouais, moi, je ne sentais plus rien parce que c'est arrivé que moi, j'allais à la guerre. Pourquoi? J'allais à la guerre, je me souviens à cette époque-là, il y avait même une époque que je ne viens pas d'une famille qui est très ancrée dans l'Église. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on m'a démontré. Sauf ma grand-mère, que paix à son âme, qui était vraiment une femme que j'ai connue, qui a toujours été sur ses genoux, toujours une parole de l'Évangile. Sinon, le reste, non. Mais je me souviens que j'allais à l'église de temps en temps, pas pour les bonnes raisons. Mais dès que je sortais de l'église, j'enlève mon linge d'église, j'appelais mes deux acolytes, puis je disais, on va à la chasse. Donc, on va à la chasse, c'est parce qu'on avait un dossier à régler qu'il faut aller régler. Donc, j'avais pas de compassion pour les gens. Tu comprends? Tu t'étais blessé par terre, tu te vidais de ton sang. Écoute, l'ambulance viendra te chercher, je peux rien faire pour toi. Donc, j'avais pas de compassion, vraiment pas. J'avais pas, même pour ma famille. Ça t'est rendu que même pour ma famille, ça m'a. Le... Dans le fond, j'avais pas d'amour. Vraiment pas d'amour. Pour ma famille, j'avais pas d'amour. Pour mes frères et sœurs, tu vois, je lui ai dit que je suis le plus vieux des 7 et je suis proche d'aucun. Parce qu'à un certain moment de ma vie, je me suis complètement déconnecté de tous ces gens-là. Puis jusqu'à maintenant, je ne suis pas tout à fait connecté. Je pourrais même dire que je ne le suis pas, pour être franc avec moi-même. Donc là, tu es en prison, tu t'es vengé parce qu'on t'a poignardé, tu as repoignardé en retour. Et j'imagine qu'à prison, c'était que ça que tu vivais. Et est-ce que quand tu es sorti de prison, est-ce que ta vie a changé ou ça a continué comme ça? Quand je suis sorti de prison, est-ce que ma vie a changé? Non. Continué. Parce que quand je suis sorti, j'ai eu des dossiers encore plus graves. J'ai eu des dossiers plus graves jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me souviens, il y a un avocat de la couronne qui était arrivé, il était aveugle. C'est la seule personne qui m'a intimidé depuis quand que j'avais décidé que je ne le serais plus. Puis il est venu me parler avec un ton, il m'a dit aujourd'hui, tu te sauves de 8 ans de prison. Arrange-toi pour ne plus jamais être ici, parce que je t'attends au détour. J'ai plus jamais eu de dossier. J'ai plus jamais été dans des situations pour avoir des dossiers, mais j'ai quand même continué. J'ai continué à me battre de temps en temps, mais heureusement, je ne me suis jamais fait prendre. Donc, est-ce qu'en sortant de prison, tu arrêtes? Tu n'arrêtes pas nécessairement parce que tu sors de prison, tu as encore des ennemis. Puis souvent, quand tu vas sortir de prison, c'est comme si tu as eu un grade. Hein? Ah, il a fait de la prison, il a un grade. Donc, quand tu reviens dans le milieu, il y a certaines personnes, ah, OK, voici quelqu'un qui était. Tu as passé des étapes que peut-être d'autres n'ont pas passées, que toi, tu deviens avoir un grade, tu comprends? Et ceux qui sont plus hauts que toi te voient comme, OK, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la prison. Donc, OK, on peut plus lui faire confiance.
Premièrement, il a pris la prison. Il n'y a personne qui a été en prison avec lui. Il a assumé tout seul. Il a fait sa prison. OK, il vient de passer à une autre étape. Donc, souvent, c'est gratifiant de le faire. Quand tu sors, tu es gratifié pour ça. Mais non. Qu'est-ce qui m'a fait arrêter? C'est à 24 ans. La femme que j'étais avec qui j'étais à l'époque est tombée enceinte. Puis c'était des jumeaux. Et je me souviens, je restais à Laval, puis pour une raison soudaine, elle a commencé à perdre du sang, puis tout. On était sûr qu'on perdait les enfants. Et je me souviens, j'étais à Cité de la Santé, et ça faisait longtemps que je n'avais pas prié Dieu. Je ne me souviens même pas si j'avais déjà prié Dieu. Puis j'ai prié. J'ai prié, puis j'ai dit à Dieu, si tu me laisses ces enfants-là, je te promets que je laisse tout ça. Que j'abandonne les gangs de rue, j'abandonne les armes à feu, j'abandonne tout. Et j'avais encore des armes à feu chez moi. Et Dieu a entendu. Mes enfants sont encore là jusqu'à ce jour. Amen. Donc j'ai arrêté. J'ai arrêté pendant un bon bout de temps. J'ai commencé à travailler pour m'occuper de ma famille. Je faisais 70 heures, 80 heures semaine. Je travaillais. J'ai même eu, à un moment donné, un ami qui est venu me voir jusqu'à chez moi, qui est parti de Montréal, qui est venu jusqu'à chez moi pour me dire qu'il y avait telle situation, puis qu'il avait besoin de mon aide. Donc, c'était clair. Si tu as besoin de mon aide, il faut que j'aille me salir les mains. Tu comprends? Et j'ai encore des armes, parce que je les ai gardées longtemps. Mais j'ai été obligé de dire non à cet ami-là. Et c'est rare que je disais non à un ami pour aller l'aider. Des amis proches. Donc, j'ai dit non. J'ai dit, je ne peux pas, j'ai mes enfants priorité, je ne peux pas y aller, puis tout. Donc, pendant longtemps, je dirais, pendant un bon 4-5 ans, j'étais out of the game. J'étais plus dans la game du tout. J'étais parti, personne ne m'entendait, puis tout. J'étais tranquille, peinard, je faisais mes affaires, mais ça a été difficile. Parce que c'est difficile quand tu sais que tu es capable de faire l'argent facile, puis que tu vois que tu travailles 70 heures, 80 heures, puis le petit gars qui passe à côté de toi à 22 ans avec la belle auto, la grosse musique, puis tout, puis toi, tu te dis, bon, je vais rentrer dans mon bloc appartement, il faut que je paye mon petit bill, puis tout, est-ce qu'il va m'en rester assez juste pour aller au restaurant? C'était pas facile. J'avoue que c'était pas facile, puis tout. Donc, j'ai rechuté. Sauf que là, je n'étais pas dans le monde des bagarres. Ça, j'étais rendu trop vieux pour ça. Je me suis recyclé. J'ai été dans la vente de la drogue. Donc, j'ai vendu de la coke. J'ai vendu du crack. Et je me souviens même que j'avais quitté mon emploi parce que mon emploi, ça faisait 10 ans que je travaillais là. Puis quand j'ai quitté, j'étais en dépression. J'ai voulu me trouver un autre emploi, mais ce n'était pas possible parce que pour une raison X, on m'avait mis départ volontaire, donc j'avais perdu toutes mes heures ramassées. Et je me suis retourné vers quelqu'un que j'avais complètement éliminé de ma vie depuis des années, qui était ma mère. Je suis retourné vers ma mère pour lui demander de l'aide. Et j'ai été quand même étonné tout en ne l'étant pas. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas m'aider, puis elle m'a réprimandé d'avoir quitté mon emploi quand j'avais des enfants. Je lui ai dit oui, mais j'étais plus capable. Là. J'allais faire une dépression, puis tout, il fallait que je quitte. Elle dit, ah non, encore les mêmes affaires, rase papa, tu ne seras jamais rien, puis tout. Puis elle a dit ça devant la mère de mes enfants. Et quand je suis sorti de là, la mère de mes enfants m'a ramassé parce que ma mère venait de me faire ça. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de me lâcher 2 pour un joint, puis de vendre de la drogue. Je vendais tous les soirs. Des fois, je ne voyais pas mes enfants. C'est même arrivé que j'aille dans des places parce que quand tu vends comme ça, des fois, tu as des blocs appartements qu'il y a certains gars qui vont dire que c'est leur bloc parce que c'est leur vache à lait. Et moi, j'ai mon client là. Et le client me met un guet-apens pour que je me rende là.
Et moi, j'ai plus d'armes parce que j'ai décidé que je ne touche plus les armes. Donc, je me rends là et quand j'arrive là, je vois une gang de rue qui me regarde puis tout. OK. J'appelle le client, je fais venir dehors, c'est quoi ce guet-apens là? Puis tout, oh non, patati, patata. OK, toi, tu m'appelles plus, t'es rayé. Par la suite, il s'explique. J'ai dit, OK, je ne viens plus chez toi. Maintenant, là, quand tu m'appelles, tu me bipes, parce que dans ce temps-là, c'est le beeper. Tu me bipes, je vais te donner un rendez-vous à telle place. Là, je lui donnais un rendez-vous à telle place. Il m'appelait, je suis à telle place. OK, je te donne un rendez-vous à telle autre place. Je le faisais promener. Puis sans qu'il se rende compte, je le guettais pour voir est-ce qu'il y a. Donc, j'ai vendu la drogue pendant un bon bout de temps. Ça rapportait beaucoup. J'aimais ça. Je vais avouer que j'aimais ça. Puis il n'y avait jamais personne qui m'avait appris à le faire. Je l'ai appris en une nuit. Comment tout d'un coup, on m'a appelé chez un premier client, puis je me souviens, j'étais dans sa toilette et puis je faisais mes petits sacs, puis tout. Il disait, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'arrive, j'arrive. Je fais juste pipi, puis j'arrive. Puis là, je coupais mes affaires, puis tout. Après ça, j'appelais d'autres personnes avec qui j'étais en business, disaient, j'ai vendu pour tant, 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 est-ce que c'est la bonne affaire? Je disais, ah ouais, t'as bien fait ça. Donc, j'ai appris vraiment sous le tas, puis tout. Donc, ça a été ça au niveau de la vente de la drogue. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter la vente de la drogue et tout? Qu'est-ce qui m'a fait arrêter? C'est que la personne qui me vendait est décédée. Et moi, je n'étais pas quelqu'un qui aimait acheter à crédit. Parce que, comme j'ai dit, j'étais un électron libre. Si tu achètes à crédit, tu as des redevances. Tu dois à quelqu'un, tu deviens la propriété de quelqu'un. Et moi, il n'y en était pas question. Donc, c'était, je vendais, je te payais cash, tu me donnais mon stock, j'étais libre de faire qu'est-ce que je veux avec mon stock. Quand je revenais, je te payais cash. Ah oui, tu peux le prendre crédit. Non, non, non. Je te paye cash parce que je ne veux pas avoir de lien que je te dois quelque chose. Tu as été payé, on passe à autre chose. Donc, c'est ça. Puis, quand cette personne-là est décédée, ben, c'est ça. Il y avait un très bon stock en plus. Donc, Tu te retrouves avec plus d'approvisionnement, la personne est décédée. Comment tu fais pour continuer à pourvoir pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? à ce moment-là, je retourne à l'école. Tu décides de retourner à l'école. Je retourne à l'école, puis je m'en vais en gestion en comptabilité. Et encore là, bon, je vais à l'école, tout va bien, je reçois un petit peu d'argent de c'était quoi? Comme les prêts et les bourses et tout. L'assistance sociale, des œuvres comme ça. Je reçois de l'argent, puis il te paye. Le gouvernement te paye pour aller à l'école, tu comprends? Mais j'ai roulé le gouvernement quelque part. J'ai dit, j'ai pas le choix. Je vais les rouler. Donc, j'ai roulé le gouvernement. Mais arrivé à un certain moment, le gouvernement s'est rendu compte que j'étais pas qualifié pour être dans ce programme-là. Je ne me souviens plus pourquoi les termes que je n'étais pas qualifié, c'est loin, mais je me souviens que j'avais reçu une lettre pour dire on va arrêter ta prestation parce que tu recevais une prestation de manière illégale. Quand tu as fait ta demande, ça a été frauduleux qui fait qu'on te l'a donné, mais là, on se rend compte. Donc, on arrête et tu dois qu'est-ce qu'on t'a donné. Je me souviens, j'étais affolé. J'étais à l'école, j'ai été voir un peu de la directrice du programme, puis j'ai dit comme ça, waouh, hey, regarde qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive. Elle m'a dit, OK, tu es un bon élève, tu es assidu, je vais te faire une aide, présente-toi là-bas. Quand je me suis présenté au bureau d'aide sociale, la madame m'a pris, j'étais affolé, puis elle a écouté, elle a regardé mes notes, elle a regardé la recommandation de la directrice du programme, puis elle a dit, tu sais quoi, on ne le fait pas d'habitude, mais je te fais une faveur. Je te donne la chance de reprendre ta vie en main. Elle a signé le document et j'ai pu finir l'école. Félicitations. Merci. Mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à te rendre compte que tout ce qui te manquait dans ta vie, c'était pas nécessairement de l'argent, c'était pas nécessairement un diplôme, c'était, j'imagine, l'amour que tu n'avais pas reçu. Comment est-ce que tu l'as trouvé en Dieu?
Comment j'ai trouvé en Dieu l'amour? J'avais perdu l'amour, mais c'est vrai, c'est Dieu qui m'a amené l'amour. Parce que c'est quand j'ai été à l'église. J'étais à l'église, réellement été à l'église, je Et là, tu avais cherchais. quel âge à peu près? Là, tu es rendu où? Et qui t'amène à l'église? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a parlé d'une église? C'est toi qui as décidé de retourner à l'église que tu allais avant? Comment est-ce que tu te retrouvais à aller à l'église? C'est l'église que je suis présentement. J'avais déjà été, mais j'avais été dans un autre temps que j'étais encore rebelle. Donc, je ne suis pas resté accroché. Et j'étais arrivé dans une étape de ma vie, là, j'étais rendu dépassé la quarantaine. J'étais rendu dans une étape de ma vie. Le fait que j'avais pas d'amour m'a brûlé au niveau de mes enfants aussi. Parce que oui, je les aimais, mais en même temps, j'avais un blocage. Je venais de me marier et ça a mis mon mariage en péril. Parce que j'avais pas d'amour, puis moi, je définissais comment les gens devaient m'aimer. Donc, je leur imposais comment ils devaient m'aimer. Je pense que ça a étouffé tout le monde. Je me suis retrouvé tout seul avec moi-même. Puis c'est quand on est tout seul avec soi-même que Dieu agit. Parce que tant qu'on reste accroché aux gens, notre vue est voilée, on ne voit pas. Donc, je me suis vraiment retrouvé tout seul. Puis c'est là que j'ai senti que Dieu était là. Puis j'ai senti la paix. Puis tranquillement, j'ai commencé à sentir son amour. J'ai été à l'église. Puis où est-ce que j'ai vraiment vu que l'amour de Dieu était là? Je me souviens que j'ai été à l'église, puis mon pasteur avait dit aux gens de s'approcher de la chair, puis tout le monde était approché de la chair, puis sautait, puis tout. Puis je regardais les gens sauter, puis le Saint-Esprit a touché mon cœur, puis il a dit, ça c'est ta famille. Et j'ai senti que l'appartenance, parce que quand tu as de l'amour, c'est pas de l'appartenance, mais tu sens quelque chose. Et j'ai senti ça. Puis il m'a dit, c'est ta famille. Ça fait que c'est là que Puis j'étais déjà baptisé depuis longtemps, mais OK, c'était venu, puis ça s'était éteint. Puis là, j'ai senti, puis j'ai dit, OK, c'est ma famille. Puis je suis devenu membre de l'Église. Puis depuis ce jour-là, mon amour se développe. J'ai encore des fois de la difficulté parce qu'aussitôt qu'on me fait quelque chose, c'est comme je t'écarte. Tu comprends? Par protection. Ouais. Mais tranquillement, je travaille cet amour-là, je travaille cet amour-là, je travaille cet amour-là. L'amour, je l'ai perdu. Tu sais, souvent, les parents, on prépare un enfant à être adulte, mais on ne le prépare pas à être adolescent. Parce que quand il arrive adolescent, c'est comme on ne le comprend pas, mais on ne l'a pas préparé. Donc, il faut prendre le temps de préparer l'enfant à être adolescent si on veut qu'il soit un bon adulte, pas tout de suite enfant adulte. Parce que l'adolescence, c'est ça qui détermine pas mal de choses. Donc, je l'avais perdu à l'adolescence, mais je l'ai retrouvé après ça quand j'étais adulte. C'était vraiment... Donc, on peut dire que ta rencontre avec Dieu a ramolli ce cœur qui avait été endurci par la souffrance, Oui, le manque d'amour. si ce n'était pas Dieu, je pense que je ne serais pas dans les gangs de rue, mais je serais quelqu'un de très froid. Et ma femme peut en témoigner, j'étais quelqu'un de vraiment froid, puis je travaille encore là-dessus. Même elle est très douce, ça fait qu'elle est en train de me polir tranquillement. Mais j'étais quelqu'un de très froid. Encore maintenant, des fois, dans ma façon de parler avec les gens, tu peux voir une certaine froideur. Mais si ce n'était pas Dieu, là, je ne sais pas. Qui est Jésus pour toi, Gino? Jésus, pour moi, c'est celui qui m'a sauvé. C'est celui qui m'a enlevé de la noirceur, c'est celui qui m'a enlevé des peurs. C'est celui qui m'a enlevé de ma petite boîte, là, que je me protégeais de tout le monde, que tout le monde était une menace. C'est celui qui m'a amené l'amour. C'est ça la plus grande chose qui m'a amené à moi. C'est l'amour qui fait que je peux avancer, que je peux grandir. Je dirais que c'est ça Jésus pour moi. Wow. Es-tu fier de l'homme que tu es en train de devenir en Jésus-Christ? Oui, Amen. oui, je suis fier. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des embûches, il y a des fois que, comme on peut dire en anglicisme, il y a des vieux patterns qui reviennent. C'est normal, à quelque part, ça devient ancré en soi, puis tout. Mais oui, je suis fier, je suis fier. Quel conseil donnerais-tu à un enfant
qui a vécu avec un parent abusif ou un parent absent ou un parent négligent, quel conseil donnerais-tu à un enfant ou à un adolescent qui traverse ça en ce moment? Je dirais de ne pas lâcher. C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on est là-dedans, c'est ça qu'on voit comme notre secours, c'est ça qu'on voit comme notre appui, puis tout. C'est en cette personne-là qu'on a confiance. Mais la première chose que je dirais, il faut pardonner. Peut-être qu'on ne le comprend pas maintenant, mais il faut pardonner parce que cette personne-là a aussi ses blessures, a aussi son chemin qu'elle a fait qui fait qu'elle est arrivée là. Donc, si on ne veut pas prendre son fardeau pour qu'il devienne notre fardeau et transmettre ce fardeau-là à quelqu'un d'autre, il faut arrêter la chaîne puis pardonner. Il faut conserver l'amour. C'est pas facile, mais il faut le conserver, il faut pardonner. Puis, je dirais, parce que souvent on se sent seul, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai pensé au suicide aussi. Je me regardais et j'ai pensé au suicide. On se sent seul, mais peut-être que, comme moi, ce n'est pas des gens qui ont grandi à l'église, qui n'iront pas à l'église demain. Mais si à chaque jour, tu prends juste 2 minutes pour parler à Jésus, juste 2 minutes, pour lui dire comment tu te sens, comment tu vois les choses. On ne le voit pas, mais il nous voit. Il y a quelque chose qui va se passer à la longue. Juste ces 2 minutes-là va faire... Juste ces 2 minutes-là peut être plus puissant que toutes les autres minutes. Donc, je dirais c'est ça. Chaque matin, ou aussitôt que tu as une peine, reste pas avec la peine. Parce que ça, là, ça fait juste engrainer qu'est-ce qui vient de mal. Retire-toi, parle à Jésus. Amen. Tout Tellement un très bon conseil, Gino, vraiment. Merci d'avoir partagé ton témoignage avec moi. J'ai été très touchée par ton témoignage et quand je vois un homme plein d'amour et plein de compassion. Alors, je te remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Merci. Merci. Ça fait plaisir. Toute la gloire est à Dieu. Amen.